Radio Grand Lac. Bienvenue dans le grand bain de la vie locale. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et c'est le Nouvel Entrepreneur qui revient après un mois d'octobre en pause. Et on revient fort avec des invités connus internationalement, du Kenya au Zimbabwe pour certains. Et on aura trois profils, profils différents, mais deux métiers qui se rejoignent un peu quand même. On va parler pognon, accrochez-vous, et pas forcément dans le bon sens. On aura avec nous aujourd'hui Astrid Gorin. Hello. Salut. Comment ça va ? Très bien, merci, et toi ? Eh ben moi ça va. Joris Servet. Bonjour Karim, bonjour à tous les auditeurs. La forme ? Impeccable. Ok, donc toi tu vas nous parler pognon. Pognon, mais des bonnes nouvelles. Ah, bon, oui. C'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, mais tant mieux. Il reste du temps pour payer moins d'impôts. Ah, ok, on aura des tips. Et on aura aussi Christelle Gantelet. Hello. Bonjour, Karim. Comment ça va ? Oui, c'est Karim. Moi, c'est Christelle. Ça va bien ? Tout va bien. Et là aussi, on parlera pognon. Et pognon du quotidien de l'entreprise. Ça, attention, accrochez-vous. Et si vous voulez, prenez une boîte de mouchoirs, mettez-la à côté de vous, ça sera pour tout à l'heure. Non, ça sera des bonnes nouvelles. Oui. Ouais. Oui. Ok, bon bah si on a des bonnes nouvelles, c'est plutôt cool. On va commencer avec le mot du jour, et le mot du jour dans notre catégorie à nous, donc dans l'entrepreneuriat, le mot du jour ça va être résilience, et je vais demander l'avis de chacun des invités sur ce concept de la résilience. On va prendre dans l'ordre, Joris. Dans l'ordre. Alors oui, résilience, c'est un mot effectivement qu'on emploie assez régulièrement dans notre domaine en tant que chef d'entreprise. C'est pour moi d'être très persistant et de pouvoir persévérer dans les cas difficiles et de profiter de tous les outils qu'on peut retrouver pour nous aider à avancer en tout cas dans notre entreprise. Est-ce que toi-même tu as vécu des moments de grande résilience ? Oui, bien sûr. On passe toujours par des hauts et des bas. On a des périodes fastes et des périodes un petit peu plus difficiles. Moi j'ai un métier, je vais en parler un petit peu après, mais j'ai un métier où le contact client et le bouche à oreille est essentiel pour développer mon entreprise. Et quand on n'a pas de rendez-vous, forcément c'est un peu plus compliqué. Donc là où il faut être résilient et persévérer et aller à la rencontre des gens, faire des sorties et voilà. Faire des sorties jusqu'à 7h du mat, c'est ça la résilience. Rencontrer des gens. Ensuite, on va enchaîner avec Christelle. La résilience, pour toi, c'est quoi ? Je rejoins Joris. Si tout le monde dit ça va pas être cool, je vous le dis tout de suite. La résilience, c'est de savoir rebondir dans les moments de difficulté et en prendre le côté positif. Ok. Pour pouvoir avancer. Un exemple ? Toujours aussi dans la recherche de la clientèle. Ouais. Ne pas baisser les bras et prendre les moments quand ils arrivent pour pouvoir avancer, quoi. Ok. Et on enchaîne avec Astrid. Définition du petit Larousse, c'est ça, non ? Exactement, je peux vous la lire si vous voulez. Non, pour moi, oui, effectivement, je rejoins complètement ce que Christelle et Joris ont dit avant. Merci beaucoup, Astrid. Quelle belle intervention. Alors, moi, dans mon métier, en tout cas, la résilience, elle est indispensable dans le sens où, en événementiel, on est confronté à des urgences de dernière minute, à des choses qu'on n'avait pas prévues ou des choses qu'on avait prévues et puis qui ne se déroulent pas complètement de la manière qu'on souhaitait. Résultat, oui, la résilience, elle est présente à chaque instant pour pouvoir justement récupérer un petit peu soit les erreurs, soit les oublis qui ont été commis et puis apprendre à en tirer le bénéfice et à en tirer le positif en arrangeant la situation. Ok, je valide cette explication. Et selon toi, Karim ? Moi, en ce moment, moi, je suis la définition de la résilience. Je veux pas dire, mais avec ma société, là, c'est je résilie, tu vois. Donc, on va passer à la suite. Merci, Joris, pour cette merveilleuse question. Et justement, Joris, puisque tu as voulu prendre la parole, tu vas attaquer et on va commencer par le début. On a toujours ce schéma dans l'émission de commencer par le parcours. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, pourquoi t'es là, pourquoi t'existes, et ensuite comment et pourquoi t'as décidé de te mettre à ton compte. Ok.
parce que ça c'est hyper intéressant pour des gens qui veulent éventuellement se lancer mais qui savent pas trop, qui ont des doutes, etc. C'est toujours important d'avoir le témoignage des autres. Et enfin, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? D'accord. Commençons par ton parcours. Alors mon parcours, donc moi c'est Joris Servet, j'ai 47 ans depuis quelques jours, j'habite sur Chambéry, je suis issu d'un DUT gestion des entreprises et administration, finance comptabilité. J'ai démarré dans la vie active début des années 2000 dans l'immobilier. J'ai commencé à l'époque où il y avait encore des cassettes de titres. De titres ? Ouais. Des CD de titres. Il y avait des cassettes encore en 2000. Ah, moi j'avais plus les CD de titres que il y avait les cassettes. Il y avait les cassettes étaient encore là. Ok. J'ai plus ces souvenirs là, mais effectivement, je fais confiance à ta mémoire. C'est parce que Karim est vieux, il s'en souvient très bien. Oui, et puis j'avais des actions, et puis ça a planté complètement. Ah, des actions BASF. Ouais. Ok. Donc oui, effectivement, j'ai commencé dans l'immobilier pour ensuite m'orienter plutôt technico-commercial, donc dans l'alimentaire chez Nestlé, puis après dans la pharmacie, voilà, où j'ai bourlingué pendant quand même 10-12 ans dans ces deux domaines d'activité. Mmh. Avant de rejoindre le bassin savoyard, puisque je suis originaire de Reims à la base, et en arrivant ici, j'ai commencé à regarder un petit peu les offres d'emploi dans la pharmacie. J'ai pas retrouvé forcément ce que je voulais, donc j'ai trouvé un poste de directeur de centre de stockage que j'ai mené pendant 6 ans sur 2 centres, à Annemasse et à Chambéry. Et puis, ça faisait déjà quand même plus de 20 ans de salariat. À un moment donné, j'avais déjà quelques idées de monter ma boîte sur différents projets. Mmh. J'avais jamais franchi le pas, et puis j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert aussi les yeux, qui m'a ouvert l'esprit, et je me suis lancé dans la gestion de patrimoine. Donc mon métier aujourd'hui, je suis metteur en scène de patrimoine. C'est comme ça que je me définis. Je sais que ça te fait sourire à chaque fois cette petite phrase quand tu l'entends, mais voilà. Mais c'est un beau slogan. Voilà, j'aide les gens à réaliser leur scénario de vie. D'ailleurs, on va faire même mieux. On va essayer d'éduquer un peu. C'est une USP. USP. Oui. Alors USP chez moi c'est US Person. Ah bah non. Alors. Non, une USP c'est ton Unique Selling Proposal, okay. C'est les quelques mots qui sont censés définir ton offre et la vendre en même temps, enfin en tout cas attirer l'attention. Très bien, ok. Just do it. Thanks. Par exemple. Ok. Voilà, c'était Joris Servet. Donc là depuis 5 ans maintenant, je suis metteur en scène de patrimoine, donc j'aide les gens à réaliser leur scénario, c'est ce que j'exprimais, je les aide à préparer la retraite, à préparer la transmission quand on est sur des personnes qui sont en âge de transmettre leur patrimoine. Je les aide également, là actuellement on est en pleine période d'impôts, puisqu'il nous reste jusqu'à la fin de l'année pour optimiser nos impôts pour l'année prochaine, donc tout ce qui est réduction fiscale. J'accompagne également des dirigeants d'entreprise dans leur placement de trésorerie. Mmh. Quand ils ont un excédent de trésorerie, on a des placements qui sont quand même plus intéressants que le compte bancaire ou le compte à terme classique. Et donc ça, depuis 5 ans, l'avantage c'est que j'ai cette double casquette où je vais donc accompagner mes investisseurs d'un côté et en même temps je suis formateur puisque j'accompagne aussi des personnes à se reconvertir dans ce métier-là. D'accord. Et comment, parce que c'est le jour et la nuit entre ton ancien parcours et celui-là, comment t'es arrivé à ça? Alors, entre mes 2 parcours professionnels peut-être, mais après, de par mes études, j'avais quand même des notions de finance comptabilité qui sont aussi importantes aussi dans le métier aujourd'hui. Même si je dirais qu'aujourd'hui, la base de mon métier, c'est vraiment l'écoute de mes clients, l'écoute active de mes clients, et puis surtout, c'est l'envie d'aider les gens, clairement. Les chiffres, ça reste accessoire. Après, j'utilise quand même beaucoup de pédagogie dans mes rendez-vous, je vulgarise un petit peu, j'essaye de donner beaucoup d'images et d'analogies à mes clients pour que le côté financier soit un peu plus accessible et compréhensible. Et parce que c'est vrai qu'on est vite perdu dans tout ce qui existe. C'est ça. Alors après, je prends une petite analogie, mais c'est vrai que quand on parle d'horizon de placement et de gains, je fais souvent l'analogie avec le gâteau dans le four. Si on met un gâteau dans le four à telle température et qu'on le sort avant la fin du temps de cuisson, il sera pas cuit. Et le placement, c'est pareil. Il sera pas cuit. C'est très beau. Voilà. Ça me donne envie de manger des placements. Écoute. C'est beau quand même quand ça ouvre l'appétit comme ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des doutes ou est-ce qu'il y a eu des questionnements sur le fait de te lancer à ton compte ou est-ce que c'était évident en fait? Alors, je dis pas que c'était évident, mais j'avais vraiment l'envie. Donc là-dessus, je me suis pas trop posé la question. Après, c'était savoir comment démarrer, comment j'allais commencer avec ce type de métier et puis surtout comment aller chercher mes premiers clients. C'était ça les premières interrogations. Donc, je suis sur un modèle où le marché est gigantesque. Aujourd'hui, il y a plus de 18 millions de foyers en France qui payent des impôts. Donc, on est quand même sur un marché qui est assez intense. Donc, je savais qu'il y avait du potentiel. Maintenant, c'était comment moi aller démarcher, comment aller rencontrer mes premiers clients. Donc,
j'ai commencé tout simplement par prendre mon téléphone et puis faire le tour un petit peu des personnes que j'avais. Puis t'avais un parcours commercial déjà à la base. Oui. T'étais pas perdu non plus à ce niveau-là? Non, ça là-dessus, j'ai quand même des bases aussi au niveau savoir prendre des rendez-vous et faire du suivi client, ça, je savais le faire. Maintenant, il y a des phases, comme je le disais tout à l'heure avec le mot résilience, il y a des phases où effectivement les contacts ne répondent pas, ou les rendez-vous s'annulent, ou voilà, donc il y a des phases un petit peu plus compliquées. Là, il faut savoir justement prendre sur soi. Et là, je vais prendre un exemple récent qui m'est arrivé. Des clients avec qui on avait un projet de 120 000 euros de placement, qui ont un imprévu professionnel. Et du coup, le placement, plutôt que d'être fait là en novembre, est redécalé en mars, avril l'année prochaine. Voilà, donc là, il faut être résilient parce que du coup, pour la société en elle-même, c'est du chiffre d'affaires prévisionnel pour moi aussi. Et donc forcément, derrière, ça redécale de quelques mois. Ok. Tu travailles tout seul? Oui. Mais tu fais partie d'un réseau? Je fais partie d'un réseau, effectivement, qui m'apporte toutes mes solutions. Donc ça, c'est l'avantage aussi, c'est que j'ai une architecture ouverte de solutions. J'ai un peu plus de 100 partenaires, du coup, qui travaillent avec lesquels je peux travailler. Donc j'ai 5 compagnies d'assurance vie, j'ai des promoteurs immobiliers, je fais du plan d'épargne retraite, je fais de l'immobilier SCPI, donc de l'immobilier professionnel également. Et puis j'ai les partenaires bancaires standards, BNP, enfin je vais pas faire de pub, trop de pub non plus, mais voilà. Et puis des partenaires un petit peu plus spécifiques qui nous permettent d'avoir des conditions très très avantageuses pour nos investisseurs. D'accord. Voilà. Tu conseilles du coup si on a envie de faire ce métier-là, de rejoindre un réseau? Alors, l'avantage aussi de ce réseau-là, effectivement, c'est d'avoir déjà cette architecture de solutions. Donc, on n'est pas isolé, puisqu'on est quand même aussi accompagné de par ce réseau. Et puis, ils nous font aussi toute la veille réglementaire, la veille juridique. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Le groupe auquel je suis rattaché, effectivement, il y a 32 ans d'existence. Et voilà, c'est pas un jeune groupe, entre guillemets. Et derrière, toute la veille réglementaire, s'ils ne me la font pas, je serai obligé de passer mon temps à vérifier que tous mes conseils sont adaptés à la veille, à la réglementation. Okay. Et ça, pour moi, c'est un gain de temps énorme et je peux vraiment me consacrer à mes investisseurs et passer tout mon temps avec eux. Alors, comment ça se passe? On te contacte, on te dit bonjour, j'ai trop de pognon, je sais pas quoi en faire. Oui, alors il y a ça, ou pas forcément trop de pognon, c'est j'ai juste des projets et je voudrais savoir comment je peux les réaliser. Quelqu'un je prends souvent cet exemple-là en clientèle, mais ma plus jeune cliente, elle avait 24 ans quand elle a démarré sa vie active. Et elle m'a contacté suite à du bouche à oreille, suite à une recommandation. Et elle m'a dit, j'ai 24 ans, je suis en profession libérale, je veux préparer ma retraite. 24 ans. Quand même. C'est très jeune. On a démarré tout simplement par mettre en place une solution avec 100 euros de versement programmé. Donc c'était un peu moins de 10% de ses revenus. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous vos auditeurs, à tous les auditeurs. C'est effectivement déjà de mettre de côté pour préparer sa retraite à environ 10% de ses revenus mensuels. Ok. Voilà. Et donc, cette cliente-là, forcément, elle a 24 ans, elle a évolué, puisque depuis, elle est en couple, ils ont pour projet d'acheter leur résidence principale. Donc là, on va aller chercher le financement pour la résidence principale. Donc voilà, je vais l'accompagner vraiment tout au long de sa vie patrimoniale. Merci. Je t'en prie. Mais comment, je veux dire, on prend contact avec toi. Voilà. Donc, il y a un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, effectivement, c'est un petit peu la photo. C'est ce que j'appelle le rendez-vous photo. On fait une analyse à 360 degrés du patrimoine des investisseurs. Donc, on va beaucoup écouter le client. Quand je parlais d'écoute active tout à l'heure, effectivement, c'est très important. C'est-à-dire que je vais présenter déjà qui je suis, comment je fonctionne, quels leviers j'utilise pour aider mes clients à réaliser leurs rêves et leurs scénarios patrimoniaux. Et puis après, je vais les écouter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place? Alors, bien évidemment, leur statut marital, familial et marital. Ce qu'ils ont déjà mis en place au niveau de leur patrimoine financier et immobilier, puisque ce sont vraiment les deux piliers d'un patrimoine. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? En quoi je peux vous aider? Voilà. D'accord. Et là, tous les sujets, c'est la retraite, c'est accompagner mes enfants. J'ai un enfant qui a 2-3 ans. Je voudrais commencer à épargner pour préparer ses études. Bon, on va réfléchir sur ça. Le premier rendez-vous, il dure à peu près 2 heures. C'est vraiment 2 heures consacrées à comprendre comment fonctionne le client, comment il fonctionne au niveau de ses comptes, comment il fonctionne, est-ce qu'il fait des versements programmés ou pas. Toutes ces questions-là sont posées. Et je reviens 15 jours après avec la synthèse patrimoniale de mon investisseur et des solutions préconisées par rapport et qui correspondent à ses objectifs. D'accord. Voilà. Et n'importe qui peut faire appel à toi. Exactement. Il faut savoir que je me considère aussi comme un peu un démocratiseur de patrimoine. C'est-à-dire que la notion de conseiller en gestion de patrimoine, et c'est pour ça que j'aime pas utiliser ce terme-là, fait un peu référence à des gens qui sont très très fortunés. Moi, j'ai un adage, c'est pas besoin d'être fortuné pour être bien conseillé. Vraiment. Tu as vraiment de bonnes phrases, je trouve. Ah, des phrases d'accroche. Ah, c'est beau. Hein. Merci. On sent qu'il y a du boulot derrière.
Il y a du boulot, mais effectivement. Là, c'est le vendeur Nestlé qui ressurgit. L'expérience, on va dire, effectivement. Ok. Par rapport à l'entreprise, oui. Tu t'adresses autant à l'entreprise elle-même qu'à l'entrepreneur? Alors, effectivement, les deux sont liés. Quand on parle de patrimoine, on parle forcément de patrimoine professionnel et patrimoine privé. Quelqu'un qui a une entreprise, qui a une micro, une SARL, une SASU, etc. Forcément, les deux vont avoir un lien l'un dans l'autre. Je prends un exemple, une entreprise qui a de la trésorerie excédentaire, plutôt que de laisser sa trésorerie sur son compte courant, on va regarder ensemble comment sortir des dividendes pour lui à titre personnel et investir côté personnel et côté professionnel pour que les deux soient gagnants. Tout ça en essayant d'économiser un maximum. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la flat tax, qui est un impôt, quand un gérant prend des dividendes, il y a une flat tax à 30%, et là, on trouve les solutions justement pour optimiser et réduire cette flat tax. Ok. Et est-ce que dans les conseils que tu peux donner à une entreprise, par exemple, est-ce que tu étudies vraiment le truc du genre, même à leur dire à la limite, écoutez, là au niveau où vous en êtes, déménager le siège dans un pays, une sorte de paradis fiscal ou un truc comme ça, ou non, tu fais pas ça? Non, je fais pas ça. J'ai pas encore rester en France. J'ai pas encore rencontré en tout cas le client qui m'a posé cette question-là. Aujourd'hui, il y a ils ont d'autres experts à leur côté, les entrepreneurs, les gérants de sociétés, ils ont en général leur expert comptable, ils ont les avocats fiscalistes qui seront là aussi à même de les renseigner sur ces niveaux-là. Et Christelle va pouvoir en parler juste après. Mais justement, c'est une question qui reviendra, et parce que ça me vient parce que j'étais à Genève le mois dernier, j'ai rencontré pas mal de très gros chefs d'entreprise. Et les mecs ils étaient une dizaine, ils avaient tous la même discussion, c'était et toi alors, t'es pas encore, nous on l'a déjà fait, t'es pas encore sur Dubaï ou machin? Parce qu'apparemment, il y a un avantage de ouf du genre du zéro taxe, que ce soit sur du social, sur de la TVA, sur quoi que ce soit, il y a peanut. C'est possible. Il y a une contrepartie. Alors après, j'ai eu plusieurs versions, donc tout le monde n'a pas l'air d'accord là-dessus, je sais pas, mais à vérifier avec la personne qui vous accompagne sur votre gestion, etc. Mais il y aurait apparemment une contrepartie qui dirait que Dubaï entre en associé de l'entreprise et récupère dans les 30% du capital, quelque chose comme ça. Et ce qui n'est pas anodin quand même. Ce qui n'est pas anodin, mais après il faut faire le calcul. Je veux dire, sur tout ce que tu payes dans ton entreprise tout le temps, alors rien que les charges sociales, rien que ça. Sur un salaire, on sait tous ce que ça donne. La TVA derrière, l'impôt sur les sociétés, le CFE, le machin, au bout d'un moment, il y a un calcul à faire quand même. Je l'entends. Après, il y a aussi quand même le fait de participer à l'économie du pays, parce que c'est quand même super important aussi de pouvoir faire vivre son pays. Et en France, on a quand même beaucoup d'aides qui nous permettent aussi, qui sont là grâce aux entrepreneurs qui font vivre la France, et aux consommateurs. Alors du coup, sujet politique, attention. Si éventuellement il arrivait que le SMIC passe à 1 600 €, ça fait rire, je sais. Tu t'aurais exactement la même phrase que celle que tu viens de faire? Alors après, très honnêtement, parler politique ou parler augmentation des SMIC et tout ça, c'est pas du tout c'est pas mon rôle et c'est pas à moi de me positionner dessus. C'est pas, est-ce que c'est bien politiquement ou pas? La question, c'est si ça devait arriver. Oui. Est-ce que le conseil patrimonial, ce serait le même? Si demain ils augmentaient le SMIC. Ouais. Le conseil patrimonial, moi après, je m'adresse vraiment principalement des particuliers, pas forcément des chefs d'entreprise tout le temps. J'ai aussi beaucoup de particuliers. Et pour eux, c'est une augmentation de pouvoir d'achat qui leur permet aussi de faire face soit à des augmentations liées à l'inflation, ou si après, ils peuvent peut-être plus économiser aussi mensuellement. D'accord. Voilà. Parce que moi, pour beaucoup d'entreprises que je connais, si ça devait arriver, c'est surtout... et il y en a certains qui, à un moment, y ont cru, donc ils ont voulu anticiper un peu le truc, ils réfléchissaient dessus. Mais c'était surtout, je vais diminuer ma masse salariale, je vais devoir virer des gens. C'est le problème du chef d'entreprise, effectivement, c'est quel choix il va faire entre l'augmentation de ses charges salariales si le SMIC augmente versus le reste, c'est clair. Donc, quelque part, quand il y a moins de taxes, c'est quand même sympa. Je l'entends. Mais ces taxes-là servent aussi à financer notre économie. Ouais. Voilà, faut aussi en avoir conscience. Ouais, on est bien d'accord. Le conseil que tu donnerais pour quelqu'un, tu disais tout à l'heure, il y avait quelqu'un de 24 ans qui t'a demandé de préparer sa retraite. C'est le bon âge pour ça ou? Alors, on sait que le système de retraite en France, est très compliqué. Si on ne se prépare pas sa retraite soi-même, donc la retraite par capitalisation. Et pourtant, on en paye des taxes. Oui, on en paye, mais tu vas avoir une retraite, ta retraite classique, la retraite complémentaire éventuellement, et après l'idée c'est quand même de préparer sa propre retraite. Ça c'est vraiment le conseil majeur, en tout cas, peu importe l'âge.
C'est sûr que quand on a 50 ans, ça commence à être un petit peu compliqué de se projeter et de préparer sa retraite. C'est sûr que mais il y a des solutions qui existent en tout cas. Ok. Voilà. Bon, si les solutions existent, tu nous les transmets. Comment on te contacte ? Alors, soit directement par téléphone, 07 86 22 50 16. Ou après, si vous voulez voir un petit peu comment je fonctionne et quel type de solution je peux vous apporter, j'ai mon site internet www.aveniretpatrimoine.pro. Et sur les réseaux sociaux également, on te retrouve assez facilement. Exactement. Merci Joris. On va marquer la première pause et on enchaîne juste après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et on est de retour, deuxième partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. Et après Joris Servet de Avenir et Patrimoine, on enchaîne avec Christelle Gantelet de EDAF. C'est bien ça ? De Expertviseur by EDAF, oui, c'est ça. Ok, j'étais pas loin. J'avais un mot sur trois. C'est très bien. On va dire que c'est pas trop mal, 33%. Donc, et attention, faut être précis sur les chiffres là, parce que on parle pas à n'importe qui. Donc, on va faire le même schéma. Christelle, on va commencer par ton parcours. D'où viens-tu ? Oula. Et c'est pas grave si toi aussi tu viens de Reims, ça se voit pas. Ah, ouais. Je viens de... Je suis une pièce rapportée, moi. Je suis née à Saint-Étienne. D'accord. J'ai des... C'est pas très loin. C'est pas très loin, non. Je suis un peu de la Bretagne aussi. C'est un autre état d'esprit, mais c'est pas très loin. Mais aujourd'hui, je suis sur la Haute-Savoie et la Savoie. Et donc, quand tu dis moins ou moins ? Moins. Ah ouais, mais je me disais, ouais. Les Stéphanois, c'est beau quand même. Moi, j'aime bien cet esprit. Et tu dis plus ou plus ? Plus ? Ah, d'accord. Tous les S sont importants. Ouais, les S sont importants. Les Y aussi sont importants dans la région. Ah, mais ici, c'est pas le tout d'y dire, c'est le tout d'y faire. C'est ça. Bah oui. On est en Savoie ou bien ? Ou bien. On n'est pas loin de la Suisse aussi. Ça va ou bien ? Ouais, alors non, on va pas partir sur les sujets qui fâchent, s'il te plaît. On va rester concentré. Donc, ton parcours, qu'as-tu fait avant de me mettre à mon compte. Alors moi, je m'appelle Christelle Gantelet et je suis à mon compte depuis le 1er avril 2023. Ce n'est pas un poisson d'avril. C'est réel. Eh ben, dis donc. On commence en joke de papa. Je gère la société C-Gestion & Co. Et je suis un cabinet de conseil en gestion et pilotage d'entreprise. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, ça consiste... Le pilotage, on dirait que tu travailles dans un aéroport. Ouais. Alors que non. Il y a un atterrissage. Ouais. Il y a des crashs aussi. Ça dépend si on s'y prend à l'avance. Eh ben justement. Alors, je suis là pour simplifier la vie des dirigeants grâce à un accompagnement sur mesure. Mmh. J'aime dire que je fais beaucoup de choses, mais chaque action a son importance. D'accord. Voilà. J'ai un parcours atypique. J'ai fait des études de comptabilité, ce qui est BTS Compta-Gestion. J'ai travaillé en entreprise et en cabinet d'expertise comptable pendant près de 30 ans. Ok. Et j'ai accompagné du coup dans les cabinets les chefs d'entreprise et je me suis aperçue que ces chefs d'entreprise avaient un énorme besoin d'accompagnement et qu'ils se sentaient seuls au quotidien. Donc, crise de la cinquantaine, je sais pas. J'ai décidé un jour, en me levant un matin, en disant pourquoi pas accompagner les gens dans ce que je sais faire de mieux. Ouais. Du coup, on m'aurait dit il y a 2 ans en arrière, Christelle, tu vas abandonner ton poste de salarié et tu vas te mettre à ton compte. Je leur ai rigolé au nez. Aujourd'hui, je suis là, je m'éclate. J'aime accompagner les dirigeants dans leur quotidien. Ouais. J'aime les écouter, j'aime les conseiller. Et la particularité que j'ai, c'est que je suis accompagnée par un cabinet d'expertise comptable qui se situe à Strasbourg. Et le but, c'est que je fasse le lien entre le cabinet et le dirigeant d'entreprise. D'accord. C'est... voilà. Alors concrètement, dans la vie de l'entreprise, ça se présente comment ?
C'est des accompagnements mensuels avec des tableaux de bord. Donc le dirigeant a devant lui tous les mois une sorte des indicateurs financiers. Oui. Ils ont une visibilité à 360 degrés de leur comptabilité, de leur chiffre d'affaires, de leur seuil de rentabilité, de leurs résultats comptables. Ce qui permet d'optimiser, c'est là que je rejoins Joris, d'optimiser leurs résultats pour éviter en plus ou en moins les mauvaises surprises. D'accord. Souvent, j'appelle ça souvent médecin légiste, parce que quand quand le dirigeant va récupérer son bilan, c'est souvent 4 mois après l'exercice comptable, et souvent on lui dit pourquoi vous avez fait ça, vous auriez pas dû, ou vous auriez dû faire ça, et c'est souvent trop tard, et on a déjà fait 4 mois de l'année d'après. Mais ça, c'est un truc de fou, et je pense que c'est pas que sur les chiffres, mais c'est dans beaucoup d'aspects de l'entreprise. On découvre qu'il y avait des trucs super bien à faire, mais une fois que c'est trop tard pour les faire. C'est pour ça que c'est intéressant d'être vraiment accompagné. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est là que tu interviens. Tu peux donner, en fait, les tips à l'avance sur ce qu'il faudrait faire dans la boîte pour que ça tourne mieux, que ce soit vraiment optimisé. Oui. Sur des questions financières uniquement, ou ça touche d'autres aspects? L'organisation administrative et financière de l'entreprise. Donc l'admin aussi. Ouais, l'admin aussi, ouais. Et je sais très bien en ce moment que l'administratif, c'est vachement sympa. C'est la bête noire des dirigeants. Ah oui, écoute, j'en suis à ma 2e semaine à ne faire que ça, et j'en ai encore une qui m'attend, je pense. Donc non, je suis heureux en ce moment. Je vous disais tout à l'heure, définition de la résilience. On est là. Et est-ce que, vu que toi t'es en relation avec tout ça, est-ce que tu sais expliquer pourquoi, quand t'as besoin d'une info administrative, tu contactes 13 000 organismes, et ils savent en fait où tu dois finir pour avoir l'info qu'il te faut, mais ils te la donnent pas, ils te disent pas qu'ils joignent, regardez sur internet. C'est la réponse que j'ai eue la plupart du temps. C'est pour ça que là, moi, j'interviens, et la résilience, moi, je sais que je prends le temps de le faire. Parce que le temps, c'est de l'argent, et le dirigeant n'a pas forcément le temps de s'occuper de tout ça. Et là, j'ai un appui là-dessus aussi par rapport à ça. Oui, c'est hyper utile en fait d'avoir quelqu'un qui sait. Non mais c'est fou, hein, mais ça a l'air tout bête, mais ça fait gagner un temps c'est incroyable. Parce que c'est pas évident. C'est comme on parlait sur le patrimoine tout à l'heure. Il y a tellement de possibilités que on est tous un peu perdus quand on connaît pas. Et l'admin, la compta, la gestion, etc. C'est la même chose. C'est vraiment des expertises particulières, et on peut pas s'improviser de ces métiers-là. C'est pour ça que j'aime à dire qu'il faut savoir s'accompagner par les bonnes personnes. Et c'est là qu'on arrive à faire des belles choses avec les différents corps de métier. J'ai cru que tu allais nous faire un super truc commercial à l'américaine. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, donc appelez-moi. Aussi. Je suis la bonne personne. C'est ça. Je suis la valeur ajoutée qu'il vous faut. Call me. Yeah. Et comment ça marche pour toi du coup là? Il y a une prise de contact. Est-ce que d'abord c'est toi qui vas chercher, c'est toi qui démarches les clients, ou c'est des gens qui t'appellent? Ça marche dans quel sens? Les deux. Au début, j'étais un peu obligée d'aller faire du porte-à-porte. C'est ce que je pensais. Sortie de zone de confort, cri du mal. Là. Ouais. Beaucoup de portes fermées, parce que les dirigeants n'ont pas le temps et de te répondre. Et le syndrome de l'imposteur, je sais pas si tu connais, mais. Oh, ouais. Du coup, je suis passée dans le monde des clubs d'affaires, de réseautage, qui m'a permis aujourd'hui de rencontrer énormément de monde. Et aujourd'hui, j'ai une 20aine de clients, essentiellement dus par de la recommandation. Ouais, d'accord. Et du coup, je me suis dirigée dans cette voie-là. Mais c'est vachement bien d'en arriver à ça. Quand tu travailles que sur recommandation, c'est vraiment que il y a un bouche-oreille qui fonctionne. Et les petites graines ont été plantées, et elles commencent à germer. Elles sont pas encore germées, elles ont pas poussé encore très haut, mais ça porte ses fruits. Et parenthèse à 2 balles, mais les plus grands noms de la communication ont toujours dit, même avec toute l'époque du digital, la seule communication rentable, c'est le bouche à oreille. Et tout le reste, que ce soit les réseaux sociaux, la télé, la radio, tout ce que tu veux, c'est des on va dire des leviers pour créer la communication par le bouche à oreille. Mais c'est pas eux enfin je veux dire, s'il existe des gens qui se disent je vais faire des campagnes de pub sur Facebook et c'est grâce à ça que ça a marché, non, Facebook doit servir à créer un bouche à oreille, pas l'inverse. À force, on essaye de se faire connaître et de réseau en réseau, les gens commencent à te connaître, à connaître ton nom, et
Et peut-être qu'ils n'ont pas besoin à l'instant T, mais à un moment donné, ils vont avoir besoin de toi et ils vont dire « Ah, mais je connais Christelle, je vais la rappeler pour savoir si elle peut m'aider. » Alors, quand on te contacte, on fait un premier rendez-vous ? Oui, un premier rendez-vous, pareil, d'une heure et demie, 2 heures, où je me présente, on fait un bris de glace, comme on appelle ça. Ouais. Et puis, on apprend à se connaître. J'apprends à connaître l'entreprise du dirigeant, le dirigeant. Et après, je propose les solutions qu'on met en place avec EDAF. D'accord. Ça concerne tout type d'entreprise en termes de taille, de statut aussi ? Ça va de tous les statuts, oui. Ouais. Et puis après, des grosses structures, ils ont leur... oui, ils ont des services internes. Voilà, ils ont des sages, pas d'une grande utilité. Je serais plus utile sur des petites structures où ils sont sous l'eau, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs chiffres, où ils n'arrivent pas à avoir des renseignements comme ils veulent au niveau de leur expert comptable, ou alors ils ont tout à créer, et ils cherchent à créer leur structure, et là, c'est top. Tu interviens à la création aussi, alors ? Ouais, je les accompagne. Ouais. Ok. Et je les dirige avec EDAF dans leur création. Ce qui peut être hyper utile. Ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui veut créer, peu importe où il en est, j'imagine, de l'idée au business plan, etc. Exact. Ah ouais, business plan, oui. Ouais. Bah, ça va avec. Du coup, tu peux intervenir pour lui présenter, par exemple, il y a telle aide financière qui correspondrait à ton projet, il y a tel accompagnement qui existe pour, je sais pas quoi, s'il y a besoin d'un truc technique ou. Exactement. Ouais, d'accord. Je suis là du démarrage, du début et jusque pendant toute la vie de l'entreprise. Ok. C'est bon à savoir, c'est plutôt top. Et ma valeur ajoutée, c'est que je connais ce qui se passe en cabinet d'expertise comptable, donc je suis à même de répondre à beaucoup de questions. Si j'ai pas la réponse, je sais aller la chercher où il faut. Ok. Et tu travailles donc avec un cabinet comptable qui est à Strasbourg. Oui, EDAF. Et pourquoi il n'est pas à Annecy ? Pourquoi il n'est pas à Annecy ? Parce que l'expert comptable a eu la brillante idée de créer ce métier expert-viseur by EDAF, parce qu'il a eu la même vision que moi un peu plus tôt que moi du coup, et il s'est rendu compte que les petits dirigeants avaient besoin d'accompagnement qu'ils n'avaient pas forcément jusque-là, et il a créé ces métiers-là, expert-viseur by EDAF, dans toute la France. Et du coup, on fait le lien en fait. Ça permet de les accompagner au mieux avec les comment on appelle ça, les réponses à leurs questions. Ils ont beaucoup de questions, ils se posent beaucoup de questions, et ça va du chiffre à l'organisation de leur entreprise. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux dépenser ça ? Ça va des petites questions, mais souvent les dirigeants ont du mal à poser les questions parce qu'ils ont l'impression d'être bêtes. Ouais. Et moi, il n'y a pas de questions bêtes, donc et du coup, je les mets à l'aise. D'accord. Voilà. Effectivement, il n'y a pas de questions bêtes. Non, mais c'est vrai. Chacun son métier, on peut pas tout savoir. Mais exactement. Et d'ailleurs, encore une parenthèse à 2 balles. C'est l'émission des parenthèses à 2 balles. Je vais la renommer d'ailleurs. Le nouvel entrepreneur, parenthèse à 2 balles. Et il y a aussi ce truc-là qui est hyper important. Alors sur des gens en création, j'imagine que tu dois voir ça assez souvent, de personnes qui sont très bonnes dans leur métier. Il n'y a pas de souci, il y a une réelle expertise, etc. Mais qui n'ont pas forcément conscience que chef d'entreprise, c'est un autre métier. C'est un autre métier, exactement. Dans lequel il va falloir confondre son métier de base, en plus. C'est ça. Et là, c'est là que j'interviens. Et moi, j'ai un exemple tout neuf. On m'a recommandé à ce client. C'est une personne qui voulait acheter son restaurant, donc qui est cuisinier à la base. Et il est venu vers moi. Il avait besoin, dans un premier lieu, d'un business plan pour pouvoir avoir son financement pour acheter le fonds de commerce. Et du coup, je l'accompagne depuis le début. Et il se crée des liens qui sont... Moi j'adore le contact humain, le contact humain, l'accompagnement avec la personne. Et on apprend à connaître l'entreprise. Donc, c'est comme si nous, on faisait l'entreprise avec lui, quoi. On était associés avec lui. Et puis tu dois découvrir, tu dois connaître des métiers en fait qui sont pas le tien pour pouvoir les orienter. Exactement. Au mieux. Du coup, on se plonge dans l'activité, donc concrètement là pour les hôtels, le restaurant, quoi. Et après ça, il a eu son financement grâce au business plan. Et après, il a basculé avec EDAF. Et là,
Je suis là tous les mois, toutes les semaines. Je vais le voir. Il a des questions, il m'appelle. Il est rassuré. Ouais. Et il est libéré parce que il fait son métier. Il peut se concentrer sur des choses, sur son métier, sur ce qui le concerne, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis le reste, je gère. Ouais, mais c'est sûr que c'est hyper rassurant de pas être seul face à tous ces trucs-là, parce que on est vite perdu. Et ce qui est bien, et c'est là que je rejoins aussi encore Joris, là, il avait tout à apprendre, donc fallait lui trouver de la prévoyance, les frais de santé, tous ces trucs-là, la mise en place de sa retraite, parce qu'il est TNS, et c'est super important. Je conseille beaucoup aux clients de... Il était TNS. TNS. C'est quoi TNS? Alors, à chaque fois qu'on dit un gros mot ici, il faut l'expliquer. Travailleur non salarié. Ah, d'accord. C'est pas très logique. Hein. Bah oui, puisque on va pas refaire les définitions du petit Larousse. C'était déjà salarié. Astrid dessus tout à l'heure. C'était super bien. Parce qu'il est en ERL, donc c'est travailleur non salarié, oui. Ok, d'accord. Voilà. Comment on te contacte? Par téléphone? Eh bien, avec quel numéro? Alors, le 06 20 83... le 06 20 40... Je sais plus mon numéro de téléphone. Alors, on va inventer un numéro de téléphone. 06 20 83 49 58. Mais ça, c'est parce que tu es en face de Jean-Pierre et que Jean-Pierre est très intimidant. Les gens perdent leurs mots en général face à Jean-Pierre. Perdent leurs mots? Ah oui. Ouais, non. Il est gentil, il a le sourire. Oui, mais c'est un sourire intimidant. Non. Non. Donc, par téléphone, voilà. On peut me contacter aussi via mon site internet, christellegantelet.fr. Ok, tout attaché? Il cherche Christelle Gantelet, vous allez trouver sur Google. Et puis sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Ok, et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui. Il faut venir me voir. Vous ne serez pas déçus. C'est la bonne personne, n'oubliez pas. On va porter la deuxième pause. Merci à toi, Christelle. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour, jeune entrepreneur. Alors, l'émission reprend, troisième et dernière partie avec la grande, l'unique, l'incommensurable Astrid Gorine. Bonjour. Bonjour. Alors on a des interprètes pour ceux qui nous écoutent dans des pays étrangers. Vous inquiétez pas, tout sera traduit en direct puisque Astrid est connue, comme je le disais, du Kenya au Zimbabwe. Ah, clairement une notoriété. Exactement, énormément de reconnaissance internationale auprès de ta personne et je te remercie d'être ici aujourd'hui. Ça a été très dur. On a dû se battre avec ton agent pendant 15 mois avant mais finalement on y est. Et j'en suis ravie. C'est mieux, parce que vu ce que ça nous coûte en même temps. Alors, comment ça va, Astrid? Nickel, je suis à Radio Grand Lac avec Karim et Christelle et Joris. Ça pourrait pas aller mieux. C'est vachement bien, parce que nous, on pense pas forcément la même chose. Oui, mais je suis hyper sympa. Alors, Astrid, on suit le schéma. D'où viens-tu? C'est quoi ton petit parcours à toi? Mon petit parcours à moi. Alors, moi, j'ai 29 ans. Je viens à la toute base de Bourgogne, mais j'ai habité pendant plus de 10 ans à Lyon. Donc, finalement, j'étais pas si loin de la Savoie, en gros. C'est une bourguignonne. Une bourguignonne, ouais, tout à fait. Bourguignonne. Ah oui, exactement. Oui, j'avais jamais fait le rapprochement, mais oui. Moi, au niveau de mon parcours, j'ai découvert le milieu événementiel assez tôt. J'avais 19 ans pendant un stage en région parisienne. On faisait principalement du street marketing et c'est vraiment ce qui m'a plu. J'avais commencé dans l'hôtessariat et puis j'ai eu envie de voir ce qu'il y avait derrière. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs décidé de faire des études dedans. Donc oui, j'avais commencé à travailler avant mes études, mais voilà. Des études dedans? Oui, dedans, oui, tout à fait. Ok. Non, des études dans l'événementiel, Karim. Suis un peu. Pardon, j'essaye. Donc oui, j'ai fait un bac+2 gestionnaire de projet événementiel sur Lyon. Suite à ça, il y a eu quelques années où j'ai pas trop eu de choix, mais voilà, j'avais des factures à payer. J'avais pas trouvé de travail dans ma branche, donc j'ai été barmaid sur Lyon pendant 4 ans. Et puis en 2020, l'année du Covid, où tous les restaurants étaient fermés, et à la suite d'une blessure, on m'a appris que la restauration c'était terminé pour moi. Et en fait, on m'a proposé un poste en Savoie en tant que chargée de communication pour Biocop.
Donc je me suis dit que c'était quand même un beau tremplin. Donc j'en ai profité pendant 2 ans et demi à gérer toute la communication interne et externe pour 4 magasins Biocoop en Savoie, Haute-Savoie. Et puis voilà, le Covid était terminé. Chez Biocoop, j'avais un petit peu envie en fait de voler de mes propres ailes, et donc j'ai décidé de commencer en micro-entreprise. Donc je suis restée en micro pendant 1 an et demi à peu près. J'ai eu beaucoup de chance parce que les clients sont arrivés tout de suite par le bouche à oreille, par des gens que je connaissais. Donc j'ai pu commencer à travailler assez rapidement pour le coup, avec toujours des périodes de questionnement, notamment l'hiver, vu que c'est un peu ma période creuse. Donc je me demande toujours si j'ai fait les bons choix, si je vais m'en sortir, si ça va marcher, si je devrais me remettre au col roulé. Voilà. Non, si ma notoriété va sortir du Zimbabwe ou si ça va. Voilà. Et finalement, ça marche plutôt bien pour l'instant, en tout cas, avec des clients qui arrivent, qui me contactent, qui me demandent. Donc c'est plutôt enrichissant et plutôt. Je sens que tu cherches un mot et que tu me regardes avec beaucoup d'insistance. Non, mais voilà, en tout cas pour l'instant tout se passe bien, et en tout cas être parti en montant une agence événementielle, ça marche plutôt bien. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais du coup je suis passée en société depuis le mois de mai 2024. Quel statut ? EURL. EURL. Ouais. Ok. Donc agence événementielle. Est-ce que tu travailles seul ? Oui. Et est-ce que, du coup, c'est quelque chose... Alors, moi, j'ai énormément d'étudiants qui me posent des questions par la plateforme. J'en refais la pub parce que j'adore ce truc, mais My Job Glasses, elle est tous dessus. Et est-ce que c'est vrai que c'est un secteur qui est bouché, l'événementiel ? Je pense que ça dépend des régions. Typiquement à Lyon, oui, c'est bouché parce qu'il y a énormément d'entreprises qui font la même chose. Donc oui, c'est très difficile de se démarquer. Je pense qu'en Savoie et Haute-Savoie, on est quand même sur des territoires qui sont hyper dynamiques et où il y a quand même un peu plus de pouvoir d'achat. Donc ce qui fait que les entreprises ont un peu plus d'argent et donc peuvent s'appuyer un peu plus sur des agences événementielles. Je pense que l'important aussi, c'est de savoir se diversifier. Typiquement, moi, dans mon entreprise, donc je fais de la gestion de projet événementiel évidemment, mais je fais aussi de la communication et du graphisme, ce qui me permet de proposer un pack un peu complet à mes clients, parce que je vais m'occuper de tout ce qui est leur document de com, que ce soit en print ou en digital, et puis la gestion de leur événement. Ok. Voilà. L'événementiel, c'est quand même large comme secteur. On y trouve de tout. T'as l'événementiel professionnel avec les séminaires, les congrès, les team building, les journées de cohésion, les lancements de produits, etc. Il y a l'événementiel un peu plus intime, on va dire, avec les mariages, les baby shower, les baby reveal, parce qu'on est en France, on sait pas inventer des mots, enfin, on sait pas utiliser des mots français. C'est compliqué, le français. Et les anniversaires aussi, les enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille. Aux États-Unis, ça commence à cartonner les enterrements tout court. Vraiment, tu appelles un planeur pour ton enterrement, ou les divorces. Ils commencent à faire des teufs pour les divorces aussi. C'est magique. Mais je pense qu'à la Réunion aussi, ça doit commencer à marcher. Parce que j'ai un ami là qui m'a envoyé une photo. Il y a une grande pub, un 4x3 dans la ville, avec le prix du cercueil. Ah ouais. Ouais. Ah, mais pubs. C'est un secteur qui est en perpétuel développement. Et à côté de ça, il y a des trucs qu'on voit sans trop se douter qu'il y a des gens derrière. En général, il y a les salons, il y a les concerts, il y a les expos, il y a beaucoup de choses. L'événementiel, c'est vraiment énorme en fait comme secteur. Toi, tu te concentres sur quel... J'ai parlé des mariages, parce que je me dis, j'ai parlé d'enterrement, de plein de trucs. Mais... Oui, t'as parlé des mariages. Ah, ok, d'accord. J'étais plus sûr. J'ai pris que le côté un peu avec des mots forts, tu vois. Mais bon, tout mène à l'enterrement, alors que tout ne mène pas au mariage. C'est peut-être ça aussi. J'ai fait un raccourci freudien. Et c'est beau ce que tu dis. Je sais, c'est mon côté Marx. Et ça n'a aucun sens. Non. C'est pas grave, faut balancer des mots. Tu sais, c'est un grand truc, ça. Faut toujours balancer des grandes phrases qui n'ont pas trop de sens, mais les gens accrochent. Toi qui es dans la pub, Astrid, tu comprends de quoi je parle. J'ai vu tes dernières campagnes. Non, mais toi, tu te concentres sur quel type d'événementiel ? Alors moi, ce qui m'anime pour le coup, c'est vraiment l'événementiel culturel, on va dire. Donc tout ce qui va être organisation de concerts, de festivals, de vernissages. Après,
disons qu'un événement, quand on a un petit peu les ingrédients de base, en fait, c'est un peu toujours les mêmes. Après, c'est comment on fait l'émulsion et comment est-ce que et quel moule à gâteau on utilise, pour revenir sur le gâteau de Joris tout à l'heure. Mais les ingrédients de base, ça va vraiment être les mêmes. Donc, tout dépend après de ce qui passionne la personne. Moi, pour le coup, c'est vraiment tout ce qui est culturel. Mais si demain, on me demande d'organiser un mariage, une baby shower, une baby reveal et tout ça, je suis en mesure de le faire aussi parce que justement, ces ingrédients, ce seront les mêmes. D'accord. Voilà. Mais oui, moi, je préfère être quand même beaucoup plus dans la culture. Je viens d'une famille où on a quand même pas mal de musiciens, où on a pas mal de... Enfin, voilà, on a toujours un peu baigné là-dedans. Du coup, moi, c'est vraiment un milieu qui m'anime et qui m'intéresse. D'accord. Alors, actuellement, comment ça se passe ? C'est... toi qui pars à la recherche, parce que dans l'événementiel, comment on trouve les clients ? Alors beaucoup de bouche à oreille pour le coup. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Là en ce moment je travaille notamment sur donc le vernissage d'une artiste qui est connue internationalement, et je travaille aussi sur l'organisation de 2 festivals puisque je suis aussi secrétaire d'association là dans la région. Donc c'est l'association Ours Event qui organise le festival Ours en scène qui a lieu l'été, dont Radio Grand Lac est partenaire d'ailleurs. Et puis un festival pour lequel on m'a contacté et puis on m'a dit tiens t'as pas envie qu'on fasse un festival ensemble, vas-y on y va, on fait ça. Et donc ça s'est vraiment fait du bouche à oreille où mon expertise et mon expérience ont été reconnues et on s'est dit ok, est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble. Ok, voilà. C'est beau. C'est beau. C'est qu'il y a une aura, il y a quelque chose. C'est magnifique. Ça doit être ça, oui. Ouais, c'est sûrement ça. Je vois pas d'autre explication. Non, c'est le réseau aussi surtout qui est hyper important. Bien sûr. Pour le coup, voilà, on en revient. De toute façon, on a tous dit la même chose. C'est très clairement bouche à oreille, du réseau et rencontrer des gens. De toute façon. Et ça, c'est quelque chose que tu conseilles fortement ? Ah oui. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai eu la chance d'avoir des clients directement quand je me suis mise en micro-entreprise, mais du coup travailler moi sur le festival Ours en scène, ça m'a quand même ouvert les portes à de nombreux chefs d'entreprise de la région, puisque le festival il a à peu près 60 entreprises partenaires qui sont en Savoie, Haute-Savoie, et donc ça me permet quand même d'avoir 60 prospects potentiels que je peux contacter assez facilement. D'ailleurs, petite page pub, le jeudi 21 novembre, qu'est-ce qui se passe donc ? La soirée des réseaux. Yeah. Et donc la soirée des réseaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans un lieu sympa, souvent un très joli lieu. Donc là, cette fois-ci, on sera à l'hôtel Spa Restaurant Aupervenche à Chambéry. On aura beaucoup de dirigeants présents. C'est sur inscription, évidemment, puisque le nombre de places est limité. Et 5 clubs d'affaires seront présents pour présenter leurs activités, comment ils fonctionnent, leurs valeurs, combien ça coûte, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on y fait réellement. Et aussi, on a l'intervention de 2 personnalités qui vont venir nous inspirer, nous motiver, nous donner des petits sachets de résilience à utiliser tous les jours. Et donc on aura déjà Bernard Anselem, ça c'est immense que Bernard ait accepté l'invitation et qu'il soit là, c'est vraiment très cool de sa part. Et on a aussi Kedo Traoré, que vous avez certainement déjà vu sur un terrain de hand avec la team Chambé, mais qui est aussi dans l'entrepreneuriat et qui viendra nous faire ce parallèle que je trouve toujours génial entre justement l'esprit sportif et l'esprit de l'entreprise qui sont très très proches au final. Donc ça va être très très sympa, et puis en présence aussi de quelques personnalités que j'aime beaucoup. Ludivine Langlois qui, si tu nous écoutes, gros bisous. Alex aussi, donc 2 influenceuses locales, mais pas que. Elles ont aussi des métiers à côté qui sont assez liés. Enfin, c'est de l'influence, hein, profiter de l'image aussi pour faire de la com pour les autres, etc. Et certainement aussi, puisque j'aime bien mettre en avant ces trucs-là, notre Miss Excellence Pays de Savoie qui passera nous faire un petit coucou avec le président du comité. Donc si vous avez des envies de vous lancer dans ce genre d'aventure, ils seront là également, vous pourrez discuter avec eux. Astrid, t'es toujours là ? Oui. Merci Astrid. Tes interventions, elles sont, comme diraient les Américains, c'est priceless. Vraiment, là, Je suis concise. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Alors, du coup, Ours en scène, puisque t'es dessus, comment ça... Histoire que les gens comprennent un peu le volume de travail que ça représente. Ours en scène, c'est au mois d'août. Tout à fait, 3e week-end d'août. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival de 2 jours, très rock.
Et avec, alors là, on n'est pas sur des têtes d'affiche à la Musilac, c'est un festival qui se veut plus, déjà un peu plus local aussi. Complètement plus local, ouais. Et très familial. L'entrée est gratuite d'ailleurs, donc on a de tout, on a papy, mamie, les parents, les enfants, tout le monde est là. Il y a à manger, il y a des food trucks super sympas, il y a du bar avec, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on trouve au bar ? De la bière. Exactement. La bière, de la brasserie Caco. Exactement, puisqu'il y a un lien quand même entre tout ça. Bien sûr. Et il y a du DJ aussi, enfin c'est vachement complet, et pour un festival gratuit, c'est un truc qu'on voit pas tous les jours. Non, c'est sûr, c'est vraiment la volonté de base, c'est de faire vivre le territoire en proposant un accès gratuit à la culture pour tous. C'est vraiment un peu notre baseline pour le coup. Donc notre but, c'est aussi de faire vivre les acteurs du territoire localement. Donc c'est pour ça qu'on a autant d'entreprises locales qui soutiennent le festival, parce qu'on a un festival gratuit, mais on a quand même besoin d'argent pour justement payer les artistes, avoir la scène, avoir toutes les charges qui incombent. Mais voilà, c'est vraiment le but de base, c'est que les gens viennent s'éclater sur de la musique pop rock actuelle avec des groupes locaux, ou en tout cas pas. C'est pas notre vocation d'avoir Led Zeppelin à Ours-en-Seine, mais voilà, c'est en tout cas d'avoir de la musique de qualité du territoire, ou un petit peu ailleurs. On essaye d'avoir quelques groupes nationaux également, mais en restant dans le coin. Tu es fan de AC/DC ? Oui. Parce que je me dis, il y a forcément au moins un fan d'ACDC dans la structure, parce que tous les ans, il y a un groupe qui fait des covers d'ACDC. Ouais, on aime beaucoup ACDC. Ouais. Mais tout le monde connaît, ça fait bouger tout le monde, même si on n'est pas un fan de rock ou quoi. Tout le monde connaît les titres d'ACDC. C'est intergénérationnel comme groupe. C'est pas faux. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin, mais c'est pas faux. Et donc le festival est en août, et ça commence quand, la préparation du festival de l'année d'après ? Maintenant. On est en plein dedans. Donc, festival en août, et en octobre, novembre, on démarre le festival de août l'année d'après. Tout à fait. Ours-en-Seine, en fait, est géré par une association, donc Ours Event. Donc, on est 12 au conseil d'administration, et résultat, on se répartit un petit peu tous les tâches. Alors, on a tous un métier à côté de notre engagement dans l'asso, donc c'est un petit peu en fonction du temps de chacun, évidemment. Mais on sait que au plus tôt on commence, en fait, au mieux on peut gérer justement les imprévus dont je parlais au tout début avec la résilience, au tout début de l'émission, parce qu'il y en aura toujours. Et tu parlais d'un autre festival. Tout à fait, c'est l'instant promo. Allez. Donc là, je travaille, mais d'ailleurs avec Karim, qui est juste en face de moi. On est en co-organisation tous les deux sur un festival électro qui aura lieu les 4 et 5 avril à Rubanox à Chambéry. Donc notez bien la date. La billetterie sera mise en ligne très rapidement, et vous pourrez nous retrouver sur les réseaux avec tous les updates et toutes les mises à jour dont vous aurez besoin. Voilà, alors je vais en rajouter parce que. Rajoute-en. Donc sur 2 jours, ça sera un vendredi, samedi. On a 6 DJ par soir, enfin DJ ou collectif de DJ. Il y a plusieurs choses possibles. Des animes aussi. On va pas faire le. Si, non. Faut pas tout dévoiler. Non, faut pas tout dévoiler. Tout dire. Non. En tout cas, des animations et des surprises, ça c'est sûr. Il y aura pas mal d'animes puisqu'on est dans la salle Rubanox. Si vous connaissez pas, allez voir sur internet. Vraiment, c'est une salle qui a de la gueule, comme on dit, et qui se prête parfaitement à la thématique. Et on a aussi des espaces extérieurs où là vous trouverez des food trucks et tout ce qu'il faut pour se rassasier et repartir sauter dans tous les sens à l'intérieur. 4 et 5 avril, ça c'était dit, et peut-être une affiche très bientôt. Elle devrait sortir très très bientôt. En tout cas, elle est prête. Elle est dans les tiroirs. Elle est prête depuis un petit moment. Depuis un petit moment, ouais. Ok, bon on aura à peu près fait la promo qu'il fallait pour ces événements-là. Merci Astrid. Merci à toi pour l'invitation. Et merci à Joris et Christelle également d'avoir participé à l'émission. Merci. Avec plaisir. Et nous on se retrouve dans 2 semaines à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon appétit à tous. Radio Grand Lac.